Bonjour à tous. Bonjour. 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 On vous fait rentrer et on va couper vos micros. On attend encore une petite minute ou deux et on va commencer. Tout le monde est rentré? Dites-moi. Non, on attend Le dernier. les dernières 3 minutes pour commencer ça. Bonjour. Bonjour. Bon, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire de la prévention de la désinsertion professionnelle que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, on est ensemble pour 1 heure environ, 45 minutes de présentation et à la fin, on garde 10-15 minutes d'échange pour répondre à vos éventuelles questions. Donc, vous pouvez aussi poser vos questions tout au long sur le chat et on répondra, on recensera à vos questions et on répondra à la fin. Alors, donc, moi, c'est Julie Hervé. Du coup, je suis intervenante en prévention des risques professionnels, donc ergonome, au sein du service de santé du Cher, de la PST 18. Bonjour, je suis Anne-Sophie Escobar, je suis médecin du travail à la PST 18 et je suis basée sur Vierzon. Et je suis la référente de la cellule PDP. Donc, la PST 18, donc le service de santé au travail du Cher, est présent sur tout le département. Donc, comme le disait le docteur Escobar, on a plusieurs sites. Donc, elle est basée sur Vierzon. Et après, en tout, on a 8 centres fixes sur tout le département. Donc, on a 8 centres fixes pour assurer donc, le service auprès des salariés et pour répondre aux différentes missions auprès de nos entreprises adhérentes. C'est réglé le coup? Ok, on continue. Donc, nos différentes missions, donc on a les actions de promotion de la santé. On a aussi donc, tout ce qui va concerner la surveillance de l'état de santé, donc les visites médicales surtout, la traçabilité et veille sanitaire, aussi donc des actions santé-travail en entreprise pour aider en fait l'employeur pour tout ce qui va être évaluation et prévention des risques professionnels. On a aussi donc une partie de mission qui va concerner les conseils et accompagnement des employeurs, mais aussi des salariés et de leurs représentants. Donc, on suit environ 63 350 salariés, donc répartis sur 6 300 entreprises. La part la plus importante de nos entreprises suivies, c'est surtout les entreprises moins de 10 salariés, donc tout ce qui est TPE et PME. Donc, nos équipes pluridisciplinaires sont composées de médecins du travail, d'infirmiers du travail, d'assistants médicaux, mais aussi d'IPRP, donc intervenants en prévention des risques professionnels, que ce soit des techniciens de prévention ou des ergonomes. En plus, au sein du service, donc, on a une psychologue, une conseillère nutrition, une assistante sociale, une toxicologue, un ergonome expert et un économiste de la santé. Donc aujourd'hui, on va rappeler brièvement un petit peu d'un point de vue réglementaire, donc la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle, le public concerné, comment sécuriser le parcours d'un point de vue médical et plutôt technique ensuite. On verra aussi donc tous les acteurs pluridisciplinaires qui gravitent un petit peu autour de ce domaine. On verra aussi donc les outils pour agir et avec l'illustration d'un cas un peu plus pratique. Et à la fin, donc les différents échanges qu'on pourra avoir. D'accord. Dans ce contexte qu'on connaît tous, un contexte de vieillissement de la population active, d'allongement des carrières, d'augmentation des maladies chroniques, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien
en emploi devient un enjeu majeur. La loi du 2 août 2021, renforcer la prévention au sein des entreprises et décloisonner la santé publique et la santé de travail, implique un renforcement de la prévention primaire et encourage les entreprises dans une culture de prévention en agissant le plus en amont possible avant la survenue des problèmes de santé. Le décret du 25 avril 2022 relatif à l'approbation de la liste et modalités de l'ensemble socle des services de prévention de santé au travail interentreprises définit, comme c'est bien dit, l'offre socle de ces services de santé. Donc, pour en parler de l'offre socle, alors, comme je vous ai dit, l'important aujourd'hui, c'est la prévention. Donc, on commence par la prévention des risques professionnels. Donc, en accompagnant les employeurs à l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques professionnels et en réalisant aussi, nous, de notre part, la fiche d'entreprise. On accompagne les employeurs dans une mise en place d'actions de prévention de risques et un plan d'action qui est suivi dans le temps pour améliorer en continu les conditions de travail. Donc, comme on dit, c'est agir en prévention primaire, non en prévention tertiaire, qui est la prévention réparatrice, qui à la fin peut coûter il y a un coût financier, un coût de santé beaucoup plus important. On participe aussi aux instances représentatives. Alors, le suivi individuel de l'état de santé, donc c'est la réalisation de l'ensemble des visites définies réglementairement. L'obligation de la traçabilité, donc c'est la traçabilité dans les dossiers de santé de médecine du travail, traçabilité des postes de travail, des expositions du salarié, de tout ce qui est problématique de santé, du ressenti au travail. Ça, c'est tracé dans les dossiers. Et le partage des données du dossier médical santé-travail et le dossier médical partagé. Oups. Alors, la prévention de la désinsertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. Donc, c'est une cellule locale opérationnelle pluridisciplinaire qui se coordine avec tous les partenaires locaux de désinsertion professionnelle. Ça, on va vous l'expliquer un peu plus loin. D'accord. Donc, je vais vous parler un peu de l'évolution de la PDP ou de la prévention de la désinsertion professionnelle. Auparavant, on parlait du maintien dans l'emploi. Donc, c'était une réparation et ça avait comme but de maintenir le salarié sur son poste de travail par le biais d'aménagement de poste de travail, par le biais d'adaptation de ce poste de travail, où on essayait de reclasser ce salarié dans l'entreprise. Donc, on était arrivé un peu trop tard dans tout le processus. On parle de maintien en emploi aujourd'hui, puisqu'on essaye de pouvoir, si cette personne, si ce salarié ne peut pas rester sur son poste de travail parce qu'il n'y a pas d'aménagement possible, pas d'adaptation, parce qu'il n'y a aucun dispositif qui permette que ce salarié reste sur son poste de travail ou soit reclassé sur un autre poste dans l'entreprise, on voit un peu plus large et on accompagne ce salarié sur un projet professionnel pour qu'il puisse continuer en emploi. Ça veut dire qu'on l'accompagne sur des formations, sur une reconversion professionnelle, sur un bilan de compétences. Donc, il y a plusieurs dispositifs qui permettent de penser au-delà de l'entreprise en elle-même, au-delà de son poste. Et on va encore plus loin et on parle aujourd'hui de la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, la finalité, c'est vraiment de prévenir, d'aller en amont en détectant mieux toutes les fragilités du salarié et pouvoir éviter ou maîtriser les risques et en anticipant. Donc, les missions de la PDP sont toutes les politiques de prévention de la désinsertion professionnelle qui ont pour objectif de repérer le plus en amont possible le risque et de mettre en place des dispositifs qui permettront d'éviter la désinsertion du travailleur et de maintenir en emploi ou de favoriser le retour dans l'emploi.
Le public, c'est toute personne à un moment de sa vie qui peut faire face à une situation de fragilité, à une situation de vulnérabilité. Ça peut être d'origine professionnelle ou non, handicap reconnu ou non, des salariés bénéficiant d'une reconnaissance de travailleurs handicapés ou bénéficiant d'une obligation emploi de travailleurs handicapés, donc des personnes avec une maladie professionnelle, un accident de travail avec un IPP de plus de 10%, toute population, même jeune comme vieillissante. Donc, on ouvre aussi sur des facteurs un peu plus larges. Ça peut être des facteurs ou des situations familiales, par exemple des cas complexes ou même des salariés aidants, des addictions, des événements traumatisants. Donc, comment sécuriser le parcours du point de vue médical? Comme vous connaissez bien, on a les visites qui sont les visites réglementaires que vous connaissez très bien, les visites. La première, c'est la visite d'embauche. Cette visite d'embauche a un délai fixé par le type de suivi du salarié. Les visites périodiques qui se passent tous les 4 ans avec une visite intermédiaire par un professionnel de santé ou tous les 5 ans selon le type de suivi du salarié. La visite de reprise est fixée, aujourd'hui ça a changé, donc est fixée à 60 jours d'un arrêt pour une maladie commune. Avant, c'était 30 jours. Ou 30 jours si cela est après un accident de travail, une maladie professionnelle. Et on a aussi les reprises maternité. Donc, les visites à la demande, c'est toute visite provoquée par le salarié ou par l'employeur suite à une problématique de santé, une problématique au travail. Elles peuvent être demandées à n'importe quel moment. Donc, il y a la visite de mi-carrière. Donc, la visite de mi-carrière, c'est un nouvel examen médical depuis 2022. Et cet examen médical, normalement, on le fait, la loi le dit à 45 ans, mais des fois, on peut le faire 43, 44 ans pour pouvoir un peu, parce que des fois, c'est difficile de les avoir juste à 45 ans. Et on essaye de combiner soit une visite périodique avec la visite des 45 ans. Donc, cette visite de mi-carrière permet d'établir un état de lieu entre l'adéquation du poste de travail et l'état de santé du salarié, en tenant compte des expositions à des facteurs de risque professionnels auxquels il a été soumis. Il évalue aussi le risque de désinsertion professionnelle en prenant en compte l'évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge, de son état de santé. Sensibilise aussi les salariés aux enjeux de vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels. La visite de pré-reprise. Alors, c'est une visite qui est un peu méconnue surtout par les employeurs parce que ce n'est pas une visite qui est déclenchée par eux et ce n'est pas une visite obligatoire. Cette visite est faite à la demande principalement du salarié qui est en arrêt de plus de 30 jours. Elle peut être aussi déclenchée par le médecin conseil, le médecin traitant et même par le médecin du travail. Cette visite permet au médecin du travail de réaliser un examen physique, de recueillir des informations par rapport à sa pathologie, à ses problématiques de santé, d'avoir un échange avec le salarié et de commencer à mettre en place des dispositifs pour la reprise de son emploi. Le rendez-vous de liaison. Alors, comme vous avez vu, il est en orange parce que ce n'est pas une visite médicale. Ça, c'est très important que vous compreniez. Le rendez-vous de liaison, il est fixé aussi depuis août 2022. Alors, le rendez-vous de liaison permet de créer un lien entre le salarié et l'employeur, le salarié étant en arrêt. Le rendez-vous de liaison peut être déclenché par le salarié ou par l'employeur. Et le service de prévention santé au travail peut être associé. Mais sur ce rendez-vous, il n'y a
pas d'échange par rapport à des éléments de santé du salarié. C'est pas un rendez-vous médical. Voilà, c'est du tout un rendez-vous médical. Et on essaye de trouver entre tous des accords ou des dispositifs à mettre en place, de savoir en quoi on peut accompagner et le salarié et l'employeur pour le retour dans l'emploi. C'est aussi pour redonner un peu un lien entre le salarié et l'employeur pendant son arrêt. Et les visites post-exposition, post-professionnelle, alors c'est des visites particulières, ce sont des visites soit pour un salarié qui a changé de poste, mais qui a eu une exposition à certains facteurs de risque et pour lesquels il doit avoir un suivi de santé par rapport à cette exposition. Ou un salarié qui a arrêté son activité, qui est parti à la retraite et pour lequel il faut commencer ou suivre des examens médicaux qui seront pris en charge par le médecin traitant. Donc, d'un point de vue médical, voilà, on a vu un petit peu tout ce qui était les visites. D'un autre côté, donc, on a plus côté technique, en fait, des actions qui sont possibles donc, en milieu de travail, donc les AMT. Donc, que ce soit pareil, à la demande du médecin, à la demande de l'infirmier, à la demande de l'employeur ou du salarié. On peut donc réaliser des interventions donc, dans les locaux de l'entreprise, dans l'entreprise. Donc, ça peut être de différents types. Hein. On va être sur du collectif ou sur de l'individuel, ça dépend des situations. Ça peut être des études de poste, donc plutôt individuelles, mais aussi on peut aller sur des réaménagements de bureaux collectifs, d'open space. On peut être aussi sur l'accompagnement à la transformation de l'activité, de l'organisation, quand il y a un nouveau service ou une évolution au sein de la structure. On peut aussi réaliser donc, des sensibilisations de travail sur écran, des sensibilisations orientées RPS, donc risques psychosociaux, ou par rapport aux risques chimiques également. On peut aussi réaliser donc, de la métrologie, ça va être tout ce qui va être un petit peu les mesures par rapport à l'ambiance lumineuse, l'ambiance sonore d'un environnement de travail, tout ce qui va être mesure de poussière également. Donc, toutes ces actions, voilà, dans le but en fait de maintenir en emploi et de participer à la prévention primaire. Mais bon, on peut être aussi sur du secondaire également. Donc, les différents acteurs qui participent à la PDP, donc à la prévention de la désinsertion professionnelle, on va retrouver en interne au sein du service donc tout ce qui va être les assistants médicaux, les infirmiers santé-travail, mais aussi le projet Capital Santé, donc, qui est orienté sur la nutrition, le sommeil. On a donc la psychologue du travail et le médecin du travail. On a aussi donc la toxicologue, les techniciens de prévention qui vont aller sur les entreprises, donc les ergonomes ou les techniciens de prévention. Et on peut faire aussi appel à une assistante sociale. Donc, d'un point de vue externe, après, donc, on a différents acteurs. Donc, il y a les assistantes sociales de la CARSAT, Pôle emploi, le médecin conseil de la CPAM, médecin traitant aussi, et aussi donc, les préventeurs de la CARSAT et les chargés de mission de Cap Emploi. Donc, en fait, le but de la PDP, de la cellule PDP, c'est propre après à chaque service de santé au travail, hein, mais on peut éventuellement étudier des situations individuelles où il y a un besoin d'expertise spécifique, où en fait, on a besoin que tous les acteurs qui connaissent le salarié, qui le suivent dans sa vie, dans son parcours professionnel, soient réunis autour de la table et discutent d'une solution plus concrète en fait, à mettre en place pour maintenir en emploi le salarié. Donc, ça peut être des actions de sensibilisation. On peut aussi s'aider pour identifier des situations individuelles et après proposer en lien avec l'employeur et le travailleur des mesures individuelles. Donc, comme disait le Dr Escobar, des aménagements, des adaptations du poste ou du temps de travail, mais aussi participer à l'accompagnement du travailleur. D'accord. Donc, les outils pour agir, donc à nouveau les visites. Donc, toute visite participe, comme on vous a dit, à la traçabilité des expositions, permet le suivi, la mise à jour du dossier médical, ainsi que l'état de santé du salarié. On fait un diagnostic santé-travail et lors de ces visites, on établit aussi et on calcule, on peut définir un indice de risque de désinsertion professionnelle. De ces indices de risque de désinsertion professionnelle, on peut ouvrir un plan d'action de maintien dans l'emploi. Ce plan d'action, c'est
tout dispositif qu'on met en place, préconisé et réalisé pour accompagner le salarié et l'employeur pour le maintien dans l'emploi. Les AMT, donc les AMT, ce sont toutes les actions au milieu du travail qui peuvent être individuelles, mais surtout collectives. Ce sont les leviers d'amélioration des conditions de travail et autant les visites comme les AMT permettent d'obtenir aussi de la donnée, de pouvoir les analyser et continuer à améliorer nos actions et nos interventions. Les dispositifs qui permettront d'éviter la désinsertion. Alors, je vous en parle de quelques-uns, mais bon, il y en a beaucoup plus que cela. Je vais vous parler de ceux qu'on utilise le plus et que vous connaissez peut-être le mieux. Alors, il y a le temps partiel thérapeutique, je pense que vous le connaissez. Ça permet, suite à un arrêt, de reprendre progressivement le poste de travail. Donc, c'est intéressant pour les salariés qui ont eu des arrêts longs. Tout dispositif de compensation du handicap, alors ça peut être la RLH, ça peut être des études de poste faites par Cap Emploi pour des aménagements des postes de travail. Il y a des dispositifs aussi qu'on appelle essai encadré. L'essai encadré permet au salarié qui est en arrêt de se mettre en situation, ça veut dire d'essayer un poste, son même poste pour pouvoir mettre en place des aménagements et voir si ces aménagements sont adaptés ou pas, d'essayer un autre poste dans l'entreprise ou même d'essayer un poste sur une autre entreprise pendant l'arrêt. Ça dépend de la sécu. On peut orienter les salariés vers un conseiller d'orientation professionnelle pour construire un projet professionnel, un bilan de compétences. Une prestation d'appui spécifique aussi peut être préconisée. Alors, une prestation, c'est une prestation d'un expert en handicap qui évalue le potentiel du salarié, le degré d'autonomie et les moyens à mettre en place pour la compensation de son handicap. Tout ce qui est convention de rééducation professionnelle en entreprise, alors je vous cite quelques-unes, il y en a plus que ça. Alors nous, on est prescripteur de quelques-unes. On suit les dispositifs, on donne notre avis du point de vue médical, mais il y a des dispositifs qu'on est juste en accompagnement. Qui relèvent d'autres organismes, comme on disait tout à l'heure. Donc, pour illustrer un petit peu nos propos, donc on a pris une situation d'un cas concret. Bon, c'est une situation fictive, hein, bien qu'il y a des faits qui sont réels quand même. Donc, on est parti sur la situation de Bernard, qui est en arrêt de travail depuis 3 mois pour des problèmes au dos. Donc, il a des hernies discales. Il est chauffeur-livreur de colis allant jusqu'à 30 kg. Et en fait, il est orienté pendant son arrêt par la CARSAT afin de prendre un rendez-vous de pré-reprise. Donc, lors de sa visite de pré-reprise avec le médecin du travail, donc, qui se fait conseiller par rapport à ses difficultés de santé de remplir un dossier en fait, de reconnaissance de travailleur handicapé donc, auprès de la MDPH donc, pour avoir le statut RQTH. Il échange aussi donc, sur son avenir professionnel. Le médecin du travail lui conseille de se rapprocher de son employeur déjà pour organiser le rendez-vous de liaison. Donc, le salarié voit avec son employeur pour demander et organiser ce rendez-vous. Donc, lors de cet échange, lors de ce rendez-vous de liaison, l'employeur lui propose un reclassement sur un autre poste au sein de son entreprise, sur le poste de préparateur de commandes. Donc, il y a un essai encadré qui est mis en place pour tester ce poste. Donc, c'est le médecin du travail qui contacte l'assistante sociale de la CARSAT pour réaliser la convention. Donc, suite à l'essai encadré, il y a un bilan qui est fait pour évaluer en fait si le nouveau poste est adapté et s'il est nécessaire de mettre en place un moyen technique d'aide à la manutention. Pendant ce temps-là, en fait, le salarié, donc, il est désormais reconnu travailleur handicapé auprès de la MDPH. Cap Emploi peut intervenir avec une étude de poste préalable pour étudier en fait, l'aménagement et l'adaptation des situations de travail sur ce nouveau poste. Donc, on a mis en fait que le salarié pouvait reprendre sur sa situation de travail, donc la nouvelle, avec un aménagement de poste. Il y a toujours la possibilité, si je me trompe, de réaliser un autre essai encadré pour vérifier en fait si le matériel préconisé est compatible ou s'il a besoin d'un autre aménagement, que ce soit organisationnel ou technique.
Et voilà, et le salarié après est maintenu dans ce nouveau poste finalement. Le l'essai encadré peut être fait, alors il y a ça peut être maximum 14 jours, mais il peut être renouvelé. Donc on peut faire plusieurs essais encadrés. Le temps que les aides financières soient mises en place pour l'achat de matériel, par exemple, le salarié peut faire une journée et revenir plus tard tester le matériel une fois que les aides seront mises en place. Voilà. Ouais, il y en a qui doit rester micro. Ouais. Donc, depuis début d'année, on a lancé une expérimentation au sein de notre service. Alors, je vous ai un peu parlé de l'indice de désinsertion professionnelle. Alors, cet indice de désinsertion professionnelle, c'est un indice calculé de 0 à 3. Ça veut dire 0, il n'y a aucun risque. 1, un risque à long terme. 2, à moyen terme. Et 3, à court terme de désinsertion professionnelle. Cet indice est calculé, on va dire, par le professionnel de santé, par le médecin. Il est calculé grâce à tous les éléments qu'il peut recueillir pendant la visite médicale. Alors, il n'y a pas une table, c'est juste par rapport à ce qu'il peut déduire de tout le contexte du salarié. Donc, selon l'indice, on commence à déclencher, on déclenche un plan de maintien dans l'emploi, un plan d'action. On préconise donc des dispositifs, soit effectivement déposer un dossier MDPH, soit orienter vers un conseiller d'orientation professionnelle. Et on peut suivre ce plan d'action durant le temps. On peut, alors, on n'a pas des retours immédiats parce que il y a plein de dispositifs qui dépendent d'autres organismes, d'autres partenaires, mais normalement, on peut avoir des retours par les partenaires. D'accord? Donc, ça nous permet de faire évoluer le plan d'action dans le temps. Donc, comme je vous ai dit, il n'y a que 3 médecins avec les infirmières qui ont fait l'expérimentation début d'année. Donc, depuis début d'année, il y a 113 plans d'action ouverts, non, clôturés ou en veille. Oui, ouverts, clôturés et en veille. Ça veut dire qu'il y en a qui sont en veille parce que, bon, il y a des dispositifs qui prennent du temps. Alors, aujourd'hui, on est un peu en difficulté par rapport au désert médical. Des fois, on a besoin des avis des médecins traitants. Il y a des documents assignés par des médecins traitants, des certificats. Et des fois, ça peut prolonger, retarder les plans d'action. Donc, ces plans en veille, ce n'est pas qu'on les clôture, c'est qu'on attend des retours, on attend que ça bouge. Donc, c'est 113 plans d'action, 80 entreprises concernées. Donc, il y a plusieurs salariés dans certaines entreprises. Donc, on peut dire le but de ce plan d'action, c'est si un salarié avait un indice de désinsertion professionnelle de 3, donc un risque à court terme de perte d'emploi élevé, donc on se dit qu'avec tout ce qu'on met en place, on va essayer de réduire ce risque, soit le passer à 2, soit le passer à 1, ou soit le passer à aucun risque. Donc, on évalue le risque au début des actions et à la fin des actions. Et on peut voir que depuis qu'on a mis en place ces plans d'action, cette expérimentation, on a pu quand même descendre cet indice de risque de désinsertion professionnelle de 2,12 à 1,62%. Sachant que voilà, c'est les résultats intermédiaires, parce que vous avez dit que 3 médecins aussi à participer au projet. Donc, c'est des résultats qui vont s'étendre aussi à l'ensemble. Oui, parce qu'à partir de septembre, ça s'est ouvert à tous les médecins. Alors, on n'est pas les seuls à expérimenter. Il y a plusieurs services de santé au travail qui expérimentent sur cet indice et ces plans d'action. Alors, on peut dire que 52,2% des plans d'action, il y a eu un maintien en emploi, comme je vous ai dit, pas sur le poste, pas dans l'entreprise, des fois même hors entreprise. Et il y en a d'autres, bon, sont avec un plan de maintien, mais on n'a pas trouvé de solution. Et d'autres plans sans maintien et sans solution. Alors, ces plans d'action, on va les réévaluer
avec certaines fréquences et ça fera aussi, ça nous permettra aussi d'évaluer nos actions. Nos actions comme un service de prévention santé au travail, mais ça nous permet aussi d'évaluer nos actions avec les partenaires de maintien dans l'emploi pour pouvoir avancer et nous améliorer en continu. On a fini pour la présentation. Oui, c'était plus vite. On a parlé vite. Si vous avez des questions, on voit pas. Non, sur le chat, il n'y a eu aucune question. Alors, sinon, on peut, soit c'est des questions peut-être à l'oral, mais il faudra quand même lever la main pour ouvrir le micro. Téléphone ou non? Toi, il n'y a pas de question. On a été clair. Pas de question alors? Non, il n'y a pas de question. Hein? Attends. Oh. Au début, Ah. il y a un replay. Ouais, t'as répondu. Ouais, il y aura le replay sur notre chaîne YouTube. Ok. Et les supports, le support PPT aussi sera disponible de toute façon sur nos plateformes. Voilà. On vous a mis aussi le lien du questionnaire de satisfaction dans la conversation. Non, c'est pas de réponse, c'est pas de question. Il n'y a pas d'autres questions. Et on va vous remercier en tout cas pour votre présence. Ah oui, c'est Nina. Ok. Donc merci d'avoir participé au webinaire. Merci Merci à beaucoup. vous. Disponible. Au revoir. Au revoir. Au revoir.